Alors salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Et bah jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu spécial, je pense, un peu vraiment intéressant. Vraiment intéressant, on va un peu s'éloigner, je pense, du discours classique de 3D, d'image numérique, etc. pour parler des choses un peu plus larges. Parce que il faut parfois, je pense, se poser des questions un peu plus importantes que juste notre secteur d'activité et voir un petit peu au-delà pour voir un petit peu comment certaines choses vont pouvoir justement affecter notre secteur d'activité. Alors toi, tu es en train peut-être de te dire « Oh putain, mais il a encore craqué. Dans ces podcasts, il craque tout le temps. Romain Gilliot là, de Motion Life Teach, c'est vraiment n'importe quoi. » De quoi il nous parle? Alors, en fait, j'aimerais aujourd'hui, ensemble, qu'on réfléchisse sur quelques questions, et notamment une question, moi, qui me taraude depuis pas mal de temps. C'est la question du futur. Oui, j'aime bien souvent penser à l'avenir, tu vois, à l'avenir plus ou moins proche, tu vois. D'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, à quoi va ressembler la vie telle qu'on la connaît. Pas pour fantasmer comme un débile, hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt dans ce côté où plus tu arrives à prédire l'avenir de manière correcte et logique, plus du coup tu peux adapter ce que tu fais et les décisions que tu prends aujourd'hui, et du coup plus tu peux t'en sortir et avoir des résultats que tu attends, d'accord? Donc c'est un petit peu plutôt dans cette technique-là, et l'idée c'est aujourd'hui de se poser la question un petit peu sur l'avenir de l'industrie 3D, pour moi comment je le vois et comment ça se passe, mais aussi en fait l'avenir de la vie en général, en fait, parce que tu vas voir que je pense que la vie va tellement évoluer d'ici quelques années qu'il y a beaucoup de choses qui vont se remettre en question, et je pense que du coup c'est déjà intéressant au moins de se poser la question aujourd'hui, d'y réfléchir un minimum, d'accord? Parce que je pense que ça va influencer notamment les métiers de la 3D, parce qu'on parle de 3D ici, mais en fait plein d'autres métiers. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc ça va être sympa, ça va être un peu un peu moins technique que d'habitude. On va moins parler de 3D et moins parler de 3D au sens vraiment pur. On va plutôt parler de l'avenir au sens large. Essayer de comprendre comment cet avenir peut évoluer, quelles sont les possibilités et comment nous, par rapport à ça, on peut s'adapter et prendre des décisions qui sont cohérentes. Et je vais essayer de terminer sur la fin, de refaire une conclusion sur la 3D. Qu'est-ce que ça va impacter sur notre monde aujourd'hui? Quelles décisions prendre aujourd'hui pour avoir un impact cohérent aujourd'hui? D'accord? Donc voilà, c'est parti. Donc, pourquoi j'ai cette réflexion-là avec toi? C'est parce que ça fait pas mal de temps que j'y pense, ce genre de choses, j'y pense assez régulièrement même. Je pense régulièrement à l'avenir, à comment on va vivre d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Beaucoup de décisions que je prends dans Motion Life Teach, dans les autres sociétés que je suis en train de créer, je les prends par rapport à ces réflexions que j'ai souvent. Et beaucoup de choses aussi que je fais, par exemple les nouveaux cours que je vais ajouter à l'école H3V2 par exemple, ou aux formations comme Starter to Pro, je vais les prendre aussi en fonction de ces réflexions que j'ai là. Bref, c'est pas des choses vraiment juste pour réfléchir dans le vent, c'est vraiment des choses qui ont un impact, moi, quasiment sur la plupart de mes décisions importantes dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais te partager cette réflexion et t'inviter à y réfléchir aussi, parce que j'espère que la discussion, même si tu ne peux pas répondre, tu peux répondre en commentaire si tu veux, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui va te faire aussi réfléchir sur ce que toi tu as envie de faire et sur la manière dont tu peux arriver à tes objectifs en fonction de la société dans laquelle on est aujourd'hui et comment elle va tendre à évoluer. Alors, concrètement, pourquoi je te parle de ça? Il y a ça quelques années, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Sapiens, peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à le lire, c'est un bouquin de fou. Et là, il y a quelques semaines, même pas, je l'ai terminé il y a moins d'une semaine, j'ai lu du coup Homo Deus, qui est la suite de Sapiens. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Sapiens? Et pourquoi je te parle de ça? Sapiens, en fait, c'est un bouquin qui essaie de faire un bref résumé, bon, quand même un résumé de plus de 400 pages, je crois, de l'histoire de l'humanité depuis le début où on était chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui. Et Homo Deus, ça a essayé de faire un petit résumé de l'histoire de l'humanité pour essayer de comprendre, du coup, comment on risque d'évoluer dans les années qui arrivent.
et les décennies qui arrivent. Voilà un petit peu l'idée. Donc Sapiens c'est le passé, Homo Deus c'est l'avenir si je on va dire j'exagère, voilà, je vais le dire comme ça, si j'exagère c'est un peu ça. Et l'idée, la question qu'on veut se poser ici, c'est qu'est-ce que ces bouquins ont raconté. Je vais te faire un petit résumé rapide des éléments, et en quoi évidemment ça va influencer du coup les éléments qui vont arriver dans la société, je pense, d'ici quelques années, en quoi ça peut être des possibilités. Alors évidemment, tous les gens qui pensent que ce que je vais raconter là est prophétie, forcément réalisé, les gars, vous êtes vraiment pas très intelligents. Évidemment, ce que je vais raconter là n'est que pure spéculation, à prendre avec des méga pincettes, et surtout, en fait, c'est pas là pour te faire prendre une décision, t'avoir un avis tranché, c'est plutôt là pour te faire réfléchir et te poser la question. Et essayer de retrancher, regrouper ce que je vais te raconter, les informations que je vais t'amener avec l'information que toi tu as déjà, afin que tu puisses prendre les meilleures décisions possibles aujourd'hui, en fait. Encore une fois, on réfléchit pas sur l'avenir comme ça, juste comme des débiles pour rien, pour fantasmer, un petit peu comme un prof de philo qui a pas trop bien compris son métier. Non, l'idée ici c'est plutôt de se poser des questions sur ce qui va se passer demain pour prendre les meilleures décisions aujourd'hui, d'accord ? Si tu trouves ça toujours un petit peu flou, si tu vois pas trop où je veux en venir, et en plus si tu comprends pas du tout le rapport avec la 3D, laisse-toi encore aller quelques dizaines de minutes et tu vas voir qu'en fait ça va faire un sens sur la fin. Donc moi ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est on va résumer ensemble Sapiens déjà. Donc Sapiens, comme je t'ai dit, c'est un petit bouquin qui fait un résumé rapide de l'histoire de l'humanité. Donc je vais rapidement te le résumer en 2-3 minutes avec toi, juste pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est, comment on en arrive en fait là où on en est aujourd'hui, et notamment quelques éléments qui m'intéressent en particulier sur ça. Dans le bouquin, il explique du coup qu'au début on était des chasseurs-cueilleurs. Donc chasseurs-cueilleurs, en gros, t'es dans la nature, et t'es en mode tu vas chasser ta bouffe, tu vois. Ok, pas très fun. On est en mode au milieu de la jungle alimentaire, tu vois. Tu prends un ours sur la gueule, bah tu crèves. Donc pas cool, moyen cool. Et en fait, il explique dans le bouquin, ça c'est assez intéressant, qu'en fait, avant d'être des Homo sapiens, donc Homo sapiens c'est l'espèce humaine en gros. Il y avait plusieurs types d'espèces qui se côtoyaient. Donc il y avait l'Homo sapiens, mais il y en avait d'autres, il y avait les hommes de Néandertal, etc. Je les connais pas par cœur, hein, je suis pas un historien. Mais du coup, bah, voilà, on peut se poser la question sur pourquoi c'est l'Homo sapiens qui est resté aujourd'hui et qu'il n'y a plus d'hommes de Néandertal, par exemple. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Et en fait, il y a de fortes raisons de penser. Encore une fois, je t'inviterai à aller checker les sources du bouquin si ça t'intéresse, et histoire que tu ne me crois pas sur parole, qu'en fait l'Homo sapiens, on a eu une mutation accidentelle. Il faut te rappeler rapidement comment fonctionnent les mutations dans la théorie de l'évolution. En gros, tu vas avoir des individus qui vont naître, et parmi ces individus, tu en auras qui vont avoir des mutations qui vont engendrer du coup des mutations génétiques aléatoires, qui vont engendrer des inconvénients ou des avantages par rapport à la survie. Donc voilà, par exemple, je te dis un truc tout con, hein, c'est certainement pas vrai, mais tu as une bébête, un petit scarabée qui n'a pas d'œil, tu vois, par exemple, et suite à une mutation génétique aléatoire, il y a un de ces bébés qui a un œil, et on se rend compte en fait que quand il a un œil, il a plus de facilité à survie parce qu'il voit mieux son entourage, il peut mieux voir ses prédateurs, et du coup, lui, il se reproduit. Du coup, tous ses enfants ont des yeux, parce que du coup, la génétique est transmise sur les enfants, et du coup, les autres qui avaient moins du coup de chance de survie crèvent, et du coup, à la fin, il reste plus que la population avec les yeux, d'accord ? Donc ça marche un petit peu comme ça. Hyper simplifié ce que je viens de raconter, mais au moins tu comprends un petit peu l'idée. Et bah du coup, on pense que l'Homo sapiens, lui, à un moment, pour être Homo sapiens, en fait, il a eu une mutation génétique aléatoire dans son cerveau, en fait, qui nous a permis en fait de comprendre et d'inventer ce qu'on appelle des concepts. Et c'est ça en fait qui a changé un petit peu la donne, c'est que encore une fois c'est hyper hypothétique ce que je te raconte, hein, aussi bien dans le bouquin qu'en plus avec moi, comme c'est pas mon métier du tout, voilà, mais c'est juste pour te faire un petit résumé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup nous, en tant que Homo sapiens, à un moment on a eu la possibilité de pouvoir imaginer des choses qui n'existaient pas. Et c'est ça qui est important, c'est le qui n'existait pas. Parce que, par exemple, tu vois, même un animal, tu vois, un singe, il voit une banane, tu vois, il peut tout à fait imaginer prendre la banane et la manger, tu vois. Ça, c'est pas un problème, il imagine. Par contre, il va pas pouvoir imaginer un gratte-ciel qui n'existe pas, tu vois. Inventer une histoire, ou ce genre de choses, tu vois. Bref, en fait, c'est vraiment la définition de concept. On a eu cette petite mutation qui, du coup, certains Homo sapiens, certainement les premiers, ont pu avoir cette idée de concept dans leur cerveau, et du coup c'est ce qui aurait
potentiellement en fait donner la capacité derrière de pouvoir créer des outils, d'inventer des outils et du coup de prendre le pas sur les autres civilisations. Donc je dis humaines, mais c'est pas des humains, hein. Même déjà les Homo sapiens de l'époque, c'est pas ce qu'on pourrait appeler des humains aujourd'hui, mais bref. Mais du coup, ce qui aurait pu leur permettre de prendre le pas sur les autres espèces et du coup de nous hisser en haut de la chaîne alimentaire, parce que du coup, grâce à cette force de conceptualiser, on a pu créer des outils, etc. Un autre élément qui était assez important, même si ça on l'a vu dans certaines espèces, c'est que on a du coup grâce à cette idée de concept, on a eu la capacité de pouvoir transmettre le savoir comme jamais auparavant. Et ça c'est un point qui est super important et je vais m'attarder dessus parce que c'est un élément hyper important encore aujourd'hui, c'est que nous en tant qu'espèce Homo sapiens, on a la capacité de transmettre le savoir comme aucune autre espèce sur Terre. Alors il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà vu ces systèmes où par exemple les pieuvres elles peuvent transmettre du savoir à leurs fils ou des choses comme ça ou leurs enfants, donc il y a d'autres animaux qui savent le faire, oui c'est vrai, mais ils savent le faire qu'à des tout petits groupes d'individus. Nous, grâce à la force du concept et notamment grâce à la force de l'histoire, en fait les Homo sapiens ont réussi à transmettre du savoir, à transmettre des règles, à transmettre des idées à des groupes d'individus très important. Et c'est grâce à l'histoire qu'on a pu faire ça. D'ailleurs, il y a une histoire assez marrante que je trouve rigolo à ce sujet, c'est que quand tu montes une startup, souvent il y a beaucoup de startups qui se pètent la gueule quand elles dépassent à peu près 100 à 150 personnes. Et c'est pas pour rien en fait, c'est parce que ce nombre de 100 à 150 personnes, c'est à peu près ce que notre cerveau peut comprendre en termes de civilisation. C'est-à-dire que en dessous de 100 à 150 personnes, tu peux encore voir qui est qui fait quoi, qui est méchant, qui est gentil, et essayer de comprendre un petit peu le système dans lequel tu vis. Au-delà de ce nombre, tu comprends plus en fait c'est des gens que tu connais pas et tu n'arrives pas à comprendre toute la complexité des interactions entre les individus. Et en fait, la seule manière, du coup, donc la plupart des startups se pètent la gueule à ce moment-là parce que du coup, à cause de ça, on n'arrive plus à gérer le groupe et la startup se plante ou alors elle se divise. Et en fait, quand on était à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait exactement ce même problème-là. Les groupes d'individus n'arrivaient jamais au-delà de 150 personnes, et ce qui se passait en fait, c'est que du coup, quand ça dépassait 50 personnes, en fait, le groupe se scindait en deux. Il y avait une guerre, peut-être qu'il y en a qui butaient les autres, ou alors ils scindaient en deux, ils partaient chacun de leur côté. Et ce qui a fait que les individus ont pu passer au-dessus de cette barre des 150, c'est le concept de raconter une histoire. C'est le concept de cool. En fait, en racontant une histoire, du coup, je peux faire passer un concept, une idée à plus de personnes, sans pour autant que la personne me connaisse, sans pour autant que la personne me fasse confiance. Juste, elle peut faire confiance en l'histoire. Et c'est encore une fois cette idée de concept, cette idée d'histoire. Une histoire, c'est un concept, hein, c'est la même chose. Et en faisant ça, du coup, on a pu. C'est comme ça qu'on a réussi à créer des civilisations et à transmettre du savoir. Et c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui, on va à l'école, etc. On va à l'école, on te raconte des histoires et tu comprends comment fonctionnent les mathématiques, etc., etc. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on a réussi maintenant à construire des putains de baraques, à construire des ordinateurs, à construire des bagnoles électriques, à faire des putains de fusées, à aller sur la Lune, etc. Tout à la base d'histoire et de concepts. Et ça, c'est quand même incroyable parce que c'est quand même grâce à ce pauvre concept, cette pauvre mutation-là, tu vois, que on a pu comprendre le système de concepts, créer des concepts qui n'existaient pas, et ça nous a donné un avantage qui était vraiment énorme par rapport aux autres civilisations, de sorte à carrément, du coup, passer au-dessus des autres espèces humaines, et surtout, du coup, à pouvoir s'organiser en des civilisations bien plus importantes. Donc ça c'est le début du bouquin et ça explique un petit peu la base de l'élément. Donc ça c'est le premier point que je voulais te raconter et un premier point dont je vais parler après coup, c'est le fait qu'on est aujourd'hui, en tant qu'Homo sapiens, on est très sensible aux histoires et aux concepts. La preuve, aujourd'hui tu as certainement peut-être dans ton ordinateur une carte graphique de la société Nvidia. Tu ne sais certainement pas qui gère Nvidia. Par contre, tu sais que c'est Nvidia qui a créé la carte, qui te l'a certainement envoyée, ou un de ses constructeurs. Pourtant, ça ne te dérange pas. Alors que Nvidia, c'est pas vraiment palpable. Tu vois, Nvidia, c'est un concept. Mais pourtant, Nvidia étant un concept, elle peut porter plainte, elle peut recevoir des plaintes, elle peut se défendre en justice, elle peut être dissoute, elle peut payer des impôts. Enfin, elle va payer des impôts, elle gagne de l'argent, elle peut avoir elle a des propriétés, elle a des bâtiments. Bref. En fait, un concept peut quasiment avoir les mêmes... Aujourd'hui, on accorde une importance à un concept quasiment autant qu'à une personne, en fait. Et ça, c'était dingue. Hein. Alors, tu vas peut-être jamais y penser comme ça, mais réfléchis bien, tu vas voir que
absolument tous les concepts, enfin non, pas absolument tous, mais beaucoup de concepts, en fait on leur accorde la même personnification qu'une personne. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'une société qui a un concept, d'accord, c'est rien de palpable, tu vois, on appelle ça une personne morale, on appelle ça une personne. Parce qu'en fait on a énormément de facilité en fait à comprendre les concepts et à leur accorder de l'importance, tu vois. Et ça t'a jamais dérangé que Samsung détienne, je sais pas moi, 15 immeubles, certainement beaucoup plus, et que ce soit Samsung qui les détienne, pas quelqu'un en particulier, tu vois. Pour te donner un exemple plus concret, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai une société immobilière, bah, cette société immobilière détient un bâtiment, tu vois, ça n'a jamais dérangé personne, tu vois, c'est pas moi, le bâtiment n'est pas à moi, le bâtiment est à ma société. Et la société n'est pas qu'à moi d'ailleurs. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire, c'est que l'idée d'avoir un concept qui détient des choses, d'accord, qui fait des actions, qui paye des impôts, qui a des locataires, qui vire des gens, qui a des gens qui travaillent pour ce système, ça n'a jamais choqué personne en fait. Pourtant, quand on se pose la question de 30 secondes, c'est quand même assez bizarre qu'on croit en ce système et que ça fonctionne, tu vois. Et c'est aussi la même chose pour l'État, tu vois. L'État peut venir te chercher tes impôts, te faire chier, te donner de l'argent, te laisser crever de faim, se battre contre le Covid-19, enfin plein de choses, tu vois, ou pas, ou mal, ça dépend de quel point de vue on se pose là-dessus, mais dans tous les cas, l'État est un concept en qui d'ailleurs on a une énorme confiance, peut-être même un peu trop je pense, pour payer tes retraites, pour assurer ta survie, pour faire plein de choses. Et pourtant l'État aussi n'est qu'un concept. L'État c'est pas vraiment une personne, tu vois. L'État c'est pas Emmanuel Macron, tu vois. L'État c'est pas le ministère de l'Intérieur, tu vois. L'État non, c'est vraiment un concept. Et on lui fait entièrement confiance et ça fonctionne. Donc voilà, je te laisse vraiment réfléchir à ça, la puissance des concepts et l'impact aussi que ça a sur notre vie aujourd'hui, parce que ça va avoir beaucoup d'importance sur la suite de ce que je vais raconter, sur comment on peut envisager l'avenir. Le deuxième point dont je veux parler, dont il parle dans le bouquin Sapiens, et il y en a d'autres, il y a plein d'autres dont je vais pas parler parce qu'ils m'ont marqué, mais qui sont je pense aussi tout aussi importants, c'est pour ça que je t'encourage à le lire si tu as 5 minutes à perdre. Le deuxième point que je voulais entamer avec toi, c'est le point de l'argent. Pourquoi aujourd'hui on a de la thune? C'est vrai que c'est assez bizarre, tu vois, ce concept d'argent quand on y pense. Quand tu te poses 30 secondes, tu vois, l'argent en fait au final en soi ça n'a aucune valeur, tu vois. Si je te mets sur une planète où il n'y a rien et je te donne 1 million d'euros, tu vas me dire ok c'est cool, mais je vais rien faire avec mes 1 million d'euros, je peux rien faire, il n'y a personne ici, tu vois. Donc l'argent en soi, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Alors pourquoi on a inventé ce truc là? Et ben en fait c'est super simple, et quand je vais t'expliquer ça tu vas dire ah putain ouais c'est quand même marrant, et tu vas voir qu'en fait ça va avoir aussi un impact énorme sur la manière dont on va vivre plus tard, dans le futur. Quand on était à l'époque du cercueilleur et qu'il y a les premières, donc on est en train de passer doucement de l'époque du cercueilleur à l'époque des premières agricultures, donc on est en train de se sédentariser, à créer des civilisations un petit peu plus grandes, on se rend compte d'un truc tout con, c'est qu'il y a un truc qui est méga chiant, c'est le troc. Alors, les concepts de troc existent déjà, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'une vache, t'as une vache, je peux te filer 2 moutons, t'as envie de 2 moutons, c'est cool. Mais il y a vite un problème avec cette technique, c'est que si moi j'ai envie d'une vache, et que t'as une vache, et que j'ai 2 moutons à te proposer, mais que toi t'en as rien à foutre des moutons, bah du coup je peux pas avoir la vache. Et c'est là que du coup l'argent a été inventé. En fait, ça a été finalement un système qui permet d'échanger tout avec n'importe quoi, et d'être certain que ce que tu as peut être échangé avec aussi tout et n'importe quoi. Donc quand on y réfléchit, en fait, l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir un compte en banque, c'est pas non plus le fait d'être sur un billet, c'est pas non plus le fait d'être de l'or, c'est simplement le fait d'avoir un élément sur toi dans lequel tu as confiance que si tu l'as, tu vas pouvoir le rééchanger contre quelque chose derrière, et que la personne qui va être en face de toi va aussi comprendre que ça vaut la chose qu'il peut te donner. Je te donne un exemple tout con. Si demain on décide que toutes les pièces de 2 euros c'est des cailloux, et que tout le monde dans le monde, quand tu donnes un caillou, il te donne un petit pain à la boulangerie, et bah tout le monde va commencer à utiliser les cailloux exactement comme on utilise les pièces de 2 ou 3 euros, de 1 ou 2 euros aujourd'hui. C'est-à-dire en termes d'argent, en termes de monnaie d'échange. D'accord ? En fait, ça va créer un système d'échange. Donc la monnaie aujourd'hui n'a aucune valeur en soi, d'accord ? Ça n'a aucun sens de se dire oh l'euro c'est mieux que le dollar ou que ça. Non. En fait, on peut utiliser n'importe quoi, des cailloux, des coquillages, ce que tu veux, d'accord ? La monnaie n'a aucun sens. Alors ça a une raison pour laquelle on utilise de la monnaie aujourd'hui et pas des coquillages par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a créé la monnaie pour simplement faciliter ça. Donc aujourd'hui d'ailleurs je te parle pas des coquillages au hasard, c'est parce qu'au début la monnaie c'était des coquillages, donc on prenait un coquillage, et ce coquillage, grâce à la force des histoires encore une fois, on arrivait à faire comprendre à une petite civilisation que ce coquillage
eh ben, il valait 2 pommes, et que 5 coquillages, ça valait une vache, par exemple, et que 10 coquillages, ça valait 4 moutons. Et que tout le monde était d'accord là-dessus, et que du coup, tout le monde pouvait s'échanger les coquillages, tout en gardant la confiance que ce coquillage, d'ici un jour, je pourrais encore acheter une vache avec, ou acheter autre chose. Bref, c'est là que le concept finalement d'achat-vente apparaît, et le concept de monnaie arrive. Et du coup, on se rend compte que à quel point la monnaie finalement a facilité les choses, parce que du coup avant, quand je devais avoir une vache et que tu voulais des moutons mais que moi j'avais que, je sais pas moi, des poules et que t'étais pas intéressé, je t'ai niqué, je pouvais pas avoir ma vache. Maintenant avec ce concept d'échange, d'objet d'échange universel, qu'on va appeler monnaie maintenant, pour bien qu'on soit tous d'accord, donc avec ce concept de monnaie, je peux quand même avoir ma vache, même si tu n'es pas intéressé par mes poules, parce que je sais très bien que si je te donne la monnaie d'échange universel, toi avec cette monnaie, tu vas pouvoir me vendre ta vache et tu vas pouvoir aller acheter des moutons à quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est ça qui est vraiment hyper intéressant, c'est que ça donne la possibilité en fait de pouvoir acheter quelque chose à quelqu'un sans que ce quelqu'un ait envie d'avoir autre chose, si ce n'est de la monnaie, qui pour l'instant, intrinsèquement n'a aucune valeur, mais en fait sa valeur vient du fait que tout le monde croit qu'elle a de la valeur. D'accord ? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en Grèce quand il y a eu une grosse crise financière il y a quelques années. Tout le monde a voulu retirer l'argent des banques. Pourquoi ? Parce que justement les gens ont perdu confiance dans la monnaie. Et du coup, c'était une catastrophe. Je vais pas revenir là-dessus. En plus, c'est un sujet que je connais assez mal, donc j'ai pas envie de dire de grosses conneries. Mais voilà, retiens un truc tout bête. La monnaie fonctionne tant que les gens savent que s'ils ont 1 euro aujourd'hui, s'ils ont confiance dans le fait que demain, ils vont pouvoir, avec cet euro, acheter à peu près la même chose que ce qu'ils pouvaient acheter hier. Si demain, les gens ne pensent plus ça, la monnaie n'a plus aucune valeur. Et on peut faire une expérience de français assez facile, tu vois. Si demain, je te donne 100 euros, d'accord ? Bon, je te donne 100 euros gratos, tu vas être content, tu vois. Par contre, si demain, je te donne 100 euros, mais par contre, je te dis... par contre, à partir de demain, quand je t'aurai donné les 100 euros, la baguette de pain, elle vaut... Pour l'avoir, tu peux plus l'acheter en euros, mais tu peux seulement l'acheter avec des cailloux. Et ce sera comme ça à vie. Et tous les autres trucs de toute la vie, ce sera à acheter avec des cailloux. Tu pourras plus jamais acheter un truc avec des euros. Tu me diras, qu'est-ce que je vais faire de 100 euros du coup ? Ça servira plus à rien, puisque je peux plus rien acheter avec. Donc à partir du moment où la majorité de la population pense que la monnaie n'a plus confiance en la monnaie, donc n'a plus confiance dans le fait que si j'ai 1 euro aujourd'hui, je peux acheter à peu près la même chose avec 1 euro demain, et du coup, le 1 euro s'écroule. D'accord ? C'est déjà arrivé en partie dans certaines crises financières. C'est déjà arrivé cette perte de confiance sur d'autres éléments. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs. Par exemple, le Bitcoin, aujourd'hui, c'est vraiment exactement ce qui est en train de se passer. D'accord ? Il y a un gain de confiance aujourd'hui sur ces crypto-monnaies, dans le fait qu'on a de plus en plus de confiance dans le fait qu'elles peuvent servir aussi de monnaie d'échange plus sûre et plus cohérent. En tout cas, les gens qui pensent que les crypto-monnaies sont un pont vers l'avenir, que la monnaie aujourd'hui traditionnelle. On pense qu'elles vont mieux établir ce rôle. Si demain 100% de la population se met à penser ça, la monnaie traditionnelle va forcément disparaître pour être remplacée par une autre monnaie. Tu vois, si tu comprends que la monnaie en tant que telle n'a aucune valeur, c'est simplement juste on essaie d'avoir le meilleur moyen de pouvoir s'échanger des choses sans pour autant qu'on échange les choses à la même personne. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour ça, en fait, on a décidé de créer un médium qui est ce qu'on appelle la monnaie et qui marche seulement si les gens ont confiance quand ils ont une certaine partie de ce médium, aujourd'hui, s'ils savent que demain, ils pourront acheter après la même chose avec. Si les gens, il y a ça fonctionne. S'il n'y a pas ça, le concept de monnaie disparaît. Et évidemment, le concept de monnaie est vraiment indispensable parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de créer des civilisations modernes et ce qui va nous permettre de créer aussi plein de choses à l'ère d'aujourd'hui, notamment grâce à ce qu'on appelle le prêt, mais j'y reviendrai. Donc, on a du coup un système de monnaie en place et on a du coup un système de concept qui est en place. Ces deux systèmes-là vont nous permettre de créer ce qu'on appelle des civilisations, des villes, des villages, des campagnes, des mégalopoles et les villes qu'on a aujourd'hui. Alors il se passe plein de trucs de ce moment-là jusqu'à à aujourd'hui, notamment l'invention de l'écriture, etc., qui va changer énormément de choses. Je vais pas revenir là-dessus parce que ce serait trop compliqué. Je pense que là on va vraiment partir sur des choses un petit peu hors sujet. Mais c'était ces deux concepts-là pour moi qui étaient les plus importants, ce dont je voulais parler. Donc, maintenant je t'ai parlé de ça. Pourquoi je t'ai parlé de ça ? Pourquoi j'avais besoin de faire ces bases-là pour parler du coup d'un petit peu dans le monde dans lequel on va vivre d'ici quelques années.
ce que je vais faire à partir de là n'est que prédiction, d'accord? Donc, attention à ne pas prendre ce que je dis pour des réalités, c'est absolument pas le cas. Ce n'est que prédiction, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon expertise, mais je pense que c'est quand même intéressant de se poser la question ensemble pour prendre les meilleures décisions aujourd'hui dans notre métier qui nous intéresse, qui est la 3D. Tu vas voir que ça va vraiment avoir des applications concrètes dans ce qu'on va apprendre et ce qu'on va pas apprendre. Alors, donc parlons de l'avenir un petit peu, maintenant qu'on a parlé du passé et qu'on a mis un petit peu les bases en place. Donc, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va potentiellement changer dans les années, donc les premières années, les dizaines d'années, les 20, trentaines d'années à venir? Je vais me poser la question notamment, nous, au niveau de l'informatique et des technologies informatiques, puisque c'est les technologies qui nous concernent le plus, nous, en tant qu'artistes 3D, et qui vont avoir un impact qui est le plus important. On va essayer de comprendre du coup en quoi ce système de conceptualisation dont je t'ai parlé en début de podcast va grandement en fait influencer du coup, encore plus qu'aujourd'hui, les choses qui vont arriver. Jusqu'à aujourd'hui, la seule manière de transmettre de l'information, c'était du coup via les concepts et les histoires. Jusqu'à encore 50 ans, encore une fois les dates vérifient parce que là je vais peut-être dire des grosses bêtises, on va essayer d'être bon au moins dans les ordres de grandeur, donc jusqu'à peu près 50 ans, on pouvait transmettre l'information seulement par écrit, d'accord, dans des bibliothèques, sur des bouquins, et là ces dernières 50 années, il y a eu une explosion des moyens de transmission de l'information qui a été monstrueux, et aujourd'hui l'information se transmet à l'oral, via des podcasts par exemple, comme tu entends écouter, à la télé, via des vidéos, via tellement de choses, et tellement plus rapidement. Aujourd'hui, à ce jour, l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile, et aussi peu cher, et aussi bon marché, que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est vraiment très important, parce que du coup, il est en train de se passer un truc énorme, c'est que c'est pas juste ça accélère un petit peu, tu vois. Non, là, depuis une cinquantaine d'années, c'est carrément exponentiel. L'accès à l'information est de plus en plus rapide et simple, à tel point que avant, jusqu'à il y a 50 ans, l'information en tant que telle avait une valeur qui était intrinsèque, qui était extrêmement élevée. D'accord ? Le fait de savoir telle chose, ça avait beaucoup de valeur. On en est à un point aujourd'hui où l'information est quasiment tellement facile à trouver qu'elle a quasiment plus de valeur. Je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, savoir utiliser Blender, d'accord, savoir utiliser une certaine fonction de Blender, ça n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi ça a beaucoup de valeur ? Parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait déjà un tuto dessus sur internet que tu peux trouver en tapant 2 mots sur YouTube. Tu vois, voilà. La preuve que dans notre métier, l'information de la 3D, mais c'est pas que dans notre métier, hein, c'est valable pour tous les métiers quasiment, l'information n'a quasiment peu de valeur. Toutes les informations de tous les métiers, aujourd'hui, sont trouvables en ligne, en quelques clics. Et le truc, c'est que ça va pas s'améliorer. Enfin, si, ça va s'améliorer, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore quelques clics, c'est long, tu vois, il faut faire des recherches YouTube. D'ici 10, 20 à 30 ans, à la vitesse à laquelle ça arrive, tu vois, ça m'étonnerait qu'on ait encore besoin de taper sur un clavier, tu vois. Ce serait vraiment très étonnant. Quand je vois par exemple Elon Musk ce qu'il est en train de faire avec Neuralink, ça va, je pense, aussi changer énormément de choses. Bref, l'accès à l'information va être encore plus rapide et encore moins contraignant et encore meilleur marché. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir et pour nos métiers d'artiste 3D ? Parce que peut-être que là j'ai commencé déjà à te faire peur en disant que l'information dans nos métiers n'avait déjà quasiment plus aucune valeur, puisque tout était trouvable sur internet. Et là tu pourrais dire attends, c'est bizarre, Romain il dit ça, alors qu'aujourd'hui lui, Romain, sa principale source de revenus, c'est une école de 3D, c'est de la formation. Donc je vends littéralement de l'information sur la 3D. Mais le fait est qu'en fait non, je vends pas de l'information. L'information en 3D aujourd'hui, elle a quasiment plus aucune valeur. Et c'est pour ça que tu vas aller sur Udemy et que tu vas trouver des tutos à 8€. Parce que ça a plus de valeur. Pourquoi moi, du coup, dans le centre de formation Motion Life Teach, par exemple, on peut, voilà, si tu écoutes ce podcast en semaine de lancement de Starter to Pro, tu l'as vu, Starter to Pro, c'est c'est quelques centaines d'euros la formation. Pourquoi Starter to Pro, c'est quelques centaines d'euros à côté d'une formation sur Udemy qui est à 8€ par exemple ? Eh bien, parce que dans Starter to Pro, je ne vends pas de l'information, mais je vends
de l'information qui est organisée et pensée pour qu'elle soit digérable et mise en pratique. Et je pense que le terme mise en pratique, c'est vraiment la chose la plus importante. En gros, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'information est facile d'accès. Par contre, pour transformer cette information en savoir-faire, en compétences, c'est très difficile. Et ça n'a jamais été aussi difficile. Pourquoi ? Parce que, enfin, quand je dis ça n'a jamais été aussi difficile, non, j'exagère, parce qu'il y a 50 ans, c'était quand même très difficile de transformer ça. Mais bref, ça reste difficile. Pourquoi ? Parce que le fait est qu'il y a tellement aujourd'hui d'informations, notamment en 3D, pour s'y retrouver, savoir dans quel ordre ça va, pour savoir qu'est-ce que je dois apprendre en premier, qu'est-ce que je dois intégrer en premier pour que ça fonctionne. C'est extrêmement difficile. C'est tout sauf évident, surtout quand tu connais rien au début. L'information est très facile d'accès. Par contre, l'organisation de cette information, la mise en pratique, et quelqu'un qui va te pré-mâcher le travail pour que tu puisses facilement l'intégrer en tant que compétence, ça c'est difficile. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous on peut vivre de ça. C'est parce qu'on a fait ce travail-là. Notre valeur sur une formation comme Starter Pro par exemple, ou sur le cursus de l'école H3E2, elle n'est pas dans le contenu pur. Le contenu pur, il est trouvable partout. On n'a rien inventé, ça reste apprendre un logiciel 3D. Là où c'est intéressant, c'est que, contrairement du coup par contre aux autres formations aujourd'hui qui sont en ligne, j'en ai, je pense, pas vu qui répondent à ces mêmes réponses-là aujourd'hui, c'est que nous, on va penser le contenu, non pas pour juste faire un petit projet ou apprendre le logiciel, on va penser le contenu pour que la personne puisse comprendre ce qu'elle apprend, qu'elle puisse le réutiliser dans d'autres concepts, dans d'autres contextes, et qu'elle puisse du coup, à terme, pouvoir se servir de ses compétences qu'elle aura acquises et comprises pour travailler. Tout le cursus de chacune de nos formations est pensé dans ce sens. D'accord ? Et c'est pour ça que la plateforme, c'est pas juste des cours, c'est des tâches, c'est des choses à uploader, c'est des choses où il faut attendre des corrections, c'est des choses où on va se poser des questions, où on va faire plusieurs sortes de travaux, c'est des choses où, tu vois, la première chose que je dis dans toutes les formations, c'est ne recopie pas ce que je fais, ça ne sert à rien, fais tes propres choses, fais tes propres projets, et essaie vraiment de prendre les concepts et de les appliquer dans ton projet. C'est ça, développer des compétences. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que l'information aujourd'hui est infiniment plus simple à trouver qu'avant. Mais pourtant, il n'y a pas de gens beaucoup plus intelligents qu'avant. Quasiment au contraire, on va y revenir pourquoi aussi. C'est pas juste un truc pété que je suis en train de dire, là, il y a vraiment des études là-dessus qui montrent qu'on est aujourd'hui certainement beaucoup plus débile qu'avant. Et tu verras pourquoi, en fait, ça n'a rien de bizarre. C'est très logique plutôt. Donc ça déjà. Et ensuite, le fait est que voilà, on a une information qui est beaucoup plus facile d'accès, pourtant on a l'air moins intelligent qu'avant, je reviendrai sur le pourquoi après, et en plus de ça, voilà, si je prends l'exemple de la 3D, aujourd'hui on voit pas du tout une explosion de tous les sens d'artistes 3D qui deviennent super bons en quelques semaines, voire quelques mois, tu vois. Non. Aujourd'hui, la plupart des artistes 3D ils sont bons au bout de quelques années et ils ont galéré leur race, et des bons artistes 3D, il y en a très peu. C'est quelques pourcentages de toute l'industrie. Donc, pourquoi ? D'accord ? Quand je dis toute l'industrie, je parle pas de l'industrie professionnelle, je parle de toute l'industrie en prenant les amateurs, etc. Ce sont évidemment les gens qui sont professionnels, qui sont payés pour, évidemment la plupart sont bons, c'est normal. Mais eux, ils sont déjà dans le haut du panier, d'accord ? Moi, je parle vraiment de toutes les personnes qui font de la 3D, tu vois, au moins une fois dans leur vie. Si on prend toute cette moyenne-là, il y a vraiment un petit pourcentage qui est bon et qui a le niveau pour travailler, le niveau pour faire des choses réellement intéressantes qui ont de la valeur. Alors, du coup, pourquoi ? On pourrait se poser la question, pourquoi l'information est de plus en plus facile d'accès et pourtant on n'a pas réglé ce problème-là ? Eh bien, simplement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, information ne vaut pas savoir-faire ni compétence. C'est deux choses différentes. L'information, il faut quelqu'un qui te l'explique, quelqu'un pour qu'il y ait le tilt, tu vois, qui se fasse, pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Ça, avec juste de l'information, ça marche pas. Il faut vraiment quelqu'un qui explique comment les différentes pièces du puzzle, les différentes pièces d'information vont s'emboîter entre elles pour que ça fonctionne. Et pour que du coup tu puisses te développer. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui d'acquérir des compétences sérieuses, correctes, et d'avoir du coup de pouvoir réutiliser ces compétences pour faire des créations qui sont sérieuses, de bonne qualité, etc. Alors, je vais revenir sur le fait rapidement qu'il y a aussi beaucoup, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui ont tendance à montrer que les humains d'aujourd'hui sont certainement plus débiles que les humains d'il y a quelques centaines, voire milliers d'années.
Alors c'est à prendre quand même avec des pincettes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire intelligent et débile? Même aujourd'hui, tout le monde est encore en train de se battre dessus. Les tests de QI n'arrêtent pas d'évoluer justement pour ça. Mais on a quand même tendance à se poser la question de voir que la grande majorité des gens sont plus cons qu'avant. C'est ça. Hein. Je pense quand même, ça reste assez subtil. Hein. Faut pas non plus dire qu'aujourd'hui on est des gros attardés mentaux. C'est pas le cas. En fait, c'est assez simple. C'est que en fait, on est plus débile sur la majorité des tâches parce qu'en fait, on a simplement plus à les faire. Je te donne un exemple tout bête. Avant, quand on était chasseur-cueilleur, il fallait que tu fasses plein de trucs, sinon tu crevais comme une merde en fait. Si tu savais pas chasser des prédateurs, tu mourrais. Si tu savais pas repérer les fruits mûrs ou pas mûrs, tu mourrais. Si tu savais pas repérer les poisons des champignons comestibles, tu crevais. Si tu savais pas te défendre, je sais pas moi, et te battre contre une autre tribu, tu crevais. Bref, en fait, tu devais avoir un éventail de compétences quand même vastement large. Et si tu l'avais pas, juste tu mourrais comme une merde. Aujourd'hui, en fait, on vit dans des sociétés qui sont tellement évoluées et tellement du coup propices à notre j'allais dire survie, mais même pas, à notre vie tout court, que en fait, si tu ne sais rien faire, tu meurs pas. Et du coup, là, t'es en train de te dire, ah oui, et du coup, y a plus de débiles qui survivent. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est surtout que, en fait, globalement, en fait, quasiment aucun humain aujourd'hui sur Terre sait faire ce qu'un chasseur-cueilleur savait faire il y a 50 000 ans. Pourquoi ? Parce que ça n'aurait aucun intérêt. Quel intérêt de savoir buter quelqu'un à la lance quand tu peux avoir une Kalachnikov? Ou quand même, en fait, juste, la plupart du temps, t'as jamais besoin de buter quelqu'un, en fait, aujourd'hui. Quel intérêt de savoir faire pousser des légumes et repérer les champignons qui sont comestibles ou pas quand tu peux aller dans un supermarché et juste choisir, quoi. Aucun, tout simplement. Donc, le fait est que du coup, on ne développe plus ces compétences-là, et du coup, en moyenne, sur la plupart de nos compétences, on devient plus débile, normal, parce qu'on ne les développe pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas juste en train de devenir plus con. C'est parce que du coup, on a quand même créé des avions, des bagnoles, des trucs vraiment stylés et quand même méga complexes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on devient débile sur la majorité des compétences. Par contre, on a tendance aussi à se spécialiser dans une compétence où là, on est bien meilleur que la moyenne. Et bien meilleur que nos ancêtres aussi. Par exemple, je peux... moi par exemple, je suis un expert en animation 3D et en création d'images de synthèse. C'est mon domaine. C'est un domaine que je connais sur le bout des doigts et sur lequel je me forme encore tous les jours. Ça, logiquement, je suis à peu près au-dessus de la moyenne de l'humanité dans ce domaine dans les 30 dernières années. Alors évidemment, quand je dis humanité, du coup, normal, la plupart de l'humanité n'a rien à foutre de l'image de synthèse. Donc c'est normal que je sois la plupart. Même si toi, tu as ouvert une fois Blender, tu es seulement déjà au-dessus de la moyenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tendance à se spécialiser. En fait, chacun va avoir souvent une compétence très spécifique où il va être extrêmement bon, mais tout le reste, du coup, va être laissé pour compte. Alors, quand je dis une, j'exagère, ça peut être 2-3 compétences, mais en tout cas, on n'a plus un panel de compétences comme avant. Et on a tendance, du coup, à se spécialiser quand le monde avance. Et tu vois que ça a un impact en fait sur la manière dont on vit, dans le sens où aujourd'hui, quand on crée un avion par exemple, c'est pas juste une personne qui a créé un avion, c'est en fait des centaines de personnes qui étaient chacun spécialisées dans leur domaine. Il y en a un qui s'occupait des moteurs, l'autre qui s'occupait des volets, l'autre qui s'occupait du cockpit, l'autre qui s'occupait de la mécanique des roues, l'autre qui s'occupait des pneus, l'autre qui s'occupait des vitres, l'autre qui s'occupait des sièges. Bref, chacun son domaine. Et encore une fois, comment on a pu mettre en place ce genre de choses, comment on a pu organiser ce genre de création grâce à la force du concept, grâce à la force de l'histoire d'une société. Et ça, c'est hyper important, et c'est pour ça que je voulais vraiment expliquer ce concept-là au début, parce que c'est la base de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Chaque création qui est faite, chaque ordinateur qui est créé, chaque film qui est créé, chaque truc que tu vois sur Netflix, tout a été fait par des centaines, voire des milliers de personnes qui ont chacun leur spécialité et qui travaillent dans un tout où chacun sait ce qu'il doit faire à la place qu'il faut et qui comprend le concept pour lequel il travaille. Et ça, c'est ouf en fait, quand on y réfléchit 30 secondes, c'est complètement dingue. Et je te parle de ça parce que ce type de choses va peut-être, possiblement, disparaître dans les années à venir. On est en train de se rendre compte, je t'en ai déjà parlé sur ce podcast et dans les lives, qu'il y a deux types de métiers aujourd'hui. Il y a les métiers qui sont des métiers qu'on appelle consensueux. Donc c'est les métiers en fait, quand tu rentres dedans, tu les apprends une fois et ça évolue plus. C'est le cas pour routier, caissier, menuisier. Alors ça dépend après, menuisier si tu fais que des meubles Ikea par exemple, oui. Si tu fais des meubles, à chaque fois que tu fais des nouveaux meubles, non. Mais voilà, je sais pas moi.
agriculteur, et encore ça a évolué un petit peu, mais pas trop quand même. Vendeur de fraises, je sais pas, tu vois. Tout inspecteur de rayon dans les supermarchés, éplucheur de patates, bref. C'est des métiers qui sont, une fois que tu les as appris, logiquement, ils vont pas tellement évoluer que ça et tu pourras les faire toute ta vie sans devoir te reformer. Donc ça, c'est des métiers consensueux. Et il y a un deuxième petit métier qui est ce qu'on appelle du coup, alors j'ai plus le nom des métiers, je vais les appeler les métiers techniques, mais c'est pas ça le terme, on s'en fout. Si tu t'intéresses par rapport à ça, c'est Jordan Peterson qui en parle de ce type de métier-là. Hyper intéressant, il explique beaucoup mieux que moi, va voir. Et notre pote Jordan, il dit que il y a pas mal d'études qui ont été faites et en fait on se rend compte que les types de personnes pour ces métiers-là sont pas les mêmes en fait. Je vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais le fait est qu'en fait le métier d'artiste 3D aujourd'hui c'est un métier qui est technique, donc c'est-à-dire que c'est un métier où tu dois constamment te former parce qu'il évolue très très vite. C'est-à-dire que faire artiste 3D aujourd'hui ne sera pas le même métier que faire artiste 3D demain. Et je te parle de ça parce que tout à l'heure, je te disais qu'on avait tendance tous à se spécialiser dans un domaine. Et ben, quand tu es artiste 3D, pareil, tu vas te spécialiser dans un domaine. Pas forcément artiste 3D généraliste, mais tu vas te spécialiser peut-être en FX, en vêtements, en animation, en modélisation de personnages, en ce que tu veux. Tu peux te spécialiser en max de trucs, motion capture, tout ce que tu veux. Et le fait est en fait qu'on s'est rendu compte que plus un métier était contentieux, donc plus il était, c'est pas le terme que je cherchais, mais plus il est officiellement, une fois que tu l'as appris c'est bon, plus en fait il est facilement automatisable. Et en fait on est en train de se rendre compte d'un truc vraiment assez, je trouve, alarmant, mais c'est en train d'arriver, donc il faut se poser la question, c'est qu'en fait aujourd'hui, et ça quand j'ai vu cette étude là j'étais sur le cul, c'est une étude qui a été faite en 2014, il y a déjà plus de 70% des métiers dans le monde qui étaient potentiellement automatisables. En 2014, je te dis pas que c'est de l'avenir ou de la science-fiction là. On savait déjà comment faire pour automatiser 70% des métiers dans le monde. 70%, je sais pas à quel point tu te rends compte, à quel point c'est énorme. Donc aujourd'hui, si on ne le fait pas, c'est juste pour une raison de moyens, d'argent, de ce que tu veux, de temps, mais on sait déjà comment le faire. C'est plus un problème technique. Et ces 70% en fait de métiers correspondent la plupart à des métiers en fait qui sont des métiers pour des gens consensueux, d'accord ? Donc des gens, une fois que tu as appris le métier une fois, après c'est bon. 70%. Quel impact ça va avoir sur l'avenir ça ? Il y a de grandes chances que d'ici quelques décennies, le monde du travail tel qu'on le connaît va évoluer radicalement. Et ça va pas être comme les dernières années. Il s'est passé plusieurs révolutions dans le travail. Les années précédentes, il y a eu la révolution industrielle, où il y a des gens qui ont perdu leur métier du jour au lendemain. Mais le fait est qu'en fait, donc la révolution industrielle, c'est l'arrivée des machines à la place des hommes dans les usines. Quand il y a eu ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû créer des nouveaux métiers pour réparer les machines et les entretenir, etc. On est en train de voir déjà une règle qui est en train de se placer là. Quand on fait ça, en fait, c'est que dès qu'il y a une révolution, le métier devient plus difficile, plus technique, plus difficile. Plus on monte dans les métiers qui sont techniques que j'appelais tout à l'heure, donc sur lesquels il faut évoluer constamment. Et donc voilà, la règle déjà est en place. Aujourd'hui, la majorité des métiers restent des métiers qui sont consensueux, du coup des métiers qui sont répétitifs. Ici, on se rend compte que dès qu'il y a une révolution, dans le monde du travail, on essaie du coup on aura des métiers qui vont être plus techniques, plus difficiles à faire, et les métiers qui seront simples vont être plus automatisés. Ce qui est dingue, quand on y réfléchit, c'est que là on se dit toujours, et il y en a plein qui me disent ça quand je raconte cette histoire, ils disent ouais mais du coup c'est bon, ça va faire comme la révolution industrielle, oui du coup il va y avoir des nouveaux éléments qui vont automatiser les métiers, notamment l'intelligence artificielle, j'y viens très vite. Mais du coup il va falloir des nouveaux métiers aussi pour gérer ces intelligences artificielles. Le problème est que non. Là, pour le coup, c'est faux. Et c'est ça le problème. Pour le coup, c'est pas vrai. Pour le coup, on est en train d'entrer dans une ère où on n'a pas besoin de gens pour gérer l'intelligence artificielle. En tout cas, très peu. Beaucoup, beaucoup moins. Et ça, c'est un souci. Et encore, ça, c'est à quelques décennies. Mais quand on voit un peu plus loin, on se rend compte en fait qu'il n'y a aucune raison pour lesquelles l'intelligence artificielle ne pourrait pas non plus automatiser des métiers qui sont techniques, sur lesquels il faut se former tout le temps. Puisque c'est exactement le principe de l'intelligence artificielle en fait. Elle se forme tout le temps. Bon, ça, on va y revenir juste derrière. Mais
qu'est-ce que ça va impacter déjà, juste ça, le fait qu'aujourd'hui 70% des métiers soient déjà automatisables. Qu'est-ce que ça va changer sur notre avenir à nous? Comment on peut prendre ça en compte dans nos décisions d'aujourd'hui? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, là, notre société, elle est sur le point, je pense, dans des décennies, de changer drastiquement. On l'a vu un petit peu avec la vague, par exemple, des Uber qui est arrivée. Uber, en fait, a quand même foutu un sacré bordel chez les taxis. Les taxis étaient en place depuis quoi, 80 ans. En 2 ans, ils ont tous dégagé, quoi. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de taxis. Et qu'est-ce que ce sera dans 5 ans? Et Uber, qu'est-ce qu'ils font Uber? Ils sont en train d'essayer d'avoir des voitures autonomes. C'est les premiers à essayer d'avoir des voitures autonomes. C'est sûr que ça va arriver. Il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y ait pas de voiture autonome Uber. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des voitures autonomes? Et bah déjà, le métier de chauffeur n'aura déjà plus aucun sens, tu vois. Mais ça va aller très vite. Aujourd'hui, le métier de caissier j'ai rien contre les caissiers. Je pense que c'est un métier comme un autre et c'est hyper respectable. Mais le fait est que le métier de caissier, en fait, est très facile à faire par un robot. Et pour preuve, en fait, on le fait déjà, en fait. Ça existe déjà, des caisses automatiques. Pourquoi il n'y a pas plus de caisses automatiques dans les magasins? Bah, tout simplement parce qu'il y a des gens qui travaillent et que quand quelqu'un travaille dans un magasin, tu peux pas le virer comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Et en fait, on se rend compte que les contraintes qui font que l'automatisation n'arrive pas tout de suite, ce ne sont pas des contraintes qui sont techniques, encore une fois, c'est des contraintes qui sont humaines. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Tant mieux parce que si demain on s'amusait à dire ok, tous les caissiers, tous les routiers, toutes les personnes qui ont un métier qui est automatisable, hein, ça va de tout ce qui va être femmes et hommes de ménage, ça va être tout ce qui va être vendeur, tout ça c'est automatisable à fond en fait. Tout est automatisé à fond. Et pour ceux qui ne me croient pas, combien de trucs t'as acheté sur Amazon? Est-ce que quand t'as acheté un truc sur Amazon, est-ce qu'il y a un gars qui t'a conseillé? Non, t'as acheté et ça a marché. Pourquoi on a besoin de quelqu'un dans un magasin? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ça ne fait plus aucun sens. On n'a plus besoin d'avoir une personne humaine devant nous pour acheter un produit. Tout ça, tous ces métiers-là vont disparaître. C'est sûr et certain. Tôt ou tard. Pourquoi c'est pas déjà le cas aujourd'hui? Parce que ce sont des problèmes de ressources humaines. Et heureusement d'ailleurs que c'est pas le cas aujourd'hui, parce que si demain tu enlèves 70% des métiers et que tu mets 70% des gens du monde au chômage, tu te rends bien compte que l'économie va complètement changer. Aujourd'hui, on a quand même une minorité des gens qui sont au chômage. C'est-à-dire quoi avoir une minorité des gens au chômage? Il y a une minorité des gens dans le système de notre économie aujourd'hui qui ne créent pas de valeur, qui ne créent pas de choses. Quand je dis créer de la valeur, en gros, c'est créer quelque chose que tu peux, que quelqu'un d'autre pourra avoir besoin et qui sera prêt à te payer pour l'avoir. Encore une fois, c'est juste ce côté d'échange, hein. Et en fait, le fait de créer des choses à partir de rien ou à partir d'autres choses, c'est en fait la base de l'évolution de l'humanité, en fait. D'accord? Pourquoi un jour on a créé des ordinateurs? Parce qu'on s'est dit, ah putain, si on crée un ordinateur, peut-être qu'on va pouvoir le vendre à quelqu'un qui va être intéressé. Et le mec qui a fait, oh putain, c'est cool, et si on crée un meilleur ordinateur, on pourra le vendre plus cher, etc. D'accord? Tout le principe est là, hein. Les films, c'est pareil, etc. Bref, tu crées quelque chose qui a de la valeur pour quelqu'un, tu peux le vendre plus ou moins cher en fonction de la forte valeur que ça a pour un fort nombre de personnes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que si 70% des gens perdent leur emploi demain parce que l'emploi est automatisé, ces 70% de personnes ne vont plus créer de la valeur, du coup n'auront plus de revenus. Comment tu fais? Comment ça fonctionne? Évidemment, c'est un métier qui est une question qui est extrêmement complexe à répondre. Je ne vais pas pouvoir en répondre aujourd'hui, hein. Je ne suis pas économiste ni politicien, mais en tout cas, si je sais que si j'étais à la tête d'un pays et que je me retrouvais avec 70% de la population qui était au chômage, je serais bien comme un connard et je me flipperais bien ma race. Je ne saurais pas comment gérer ça. Ça serait très compliqué. Et pourtant, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Évidemment, ça va pas arriver du jour au lendemain. Je pense que l'erreur de se dire, c'est de se dire, ok, non, dans 10 jours, c'est bon, tout le monde va être au chômage. Ça va pas du tout se faire comme ça va se faire au fur et à mesure. Mais le fait est que du coup, il y a de grandes chances que d'ici 10 à 15 ans, on voit une augmentation exponentielle du chômage. Il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a aucune raison pour laquelle le chômage devrait diminuer en fait. Tous les indicateurs de l'industrie du travail et de l'automatisation montrent l'inverse. Il va y avoir plus de chômage demain. Je serais vraiment très étonné que d'ici 10 ans, on soit à... là, je crois qu'on est à 3 ou 4% de chômage. Attends, je vais regarder sur Internet histoire de ne pas dire de bêtises, comme j'ai mon ordinateur devant moi. Donc, pourcentage chômage en France. Est-ce que je suis trop optimiste? Et de 9,1%. Ouais, du coup, si j'étais un peu trop optimiste. Donc, après 10% des gens. Ça m'étonnerait que du coup, en 2025, on soit à 5%, tu vois. Je pense plutôt qu'on sera à 20%. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, honnêtement. Je me rends pas compte des conséquences que ça peut avoir.
je sais que j'ai vu pas mal de vidéos comme ça, notamment une vidéo d'un économiste vachement bien sur YouTube, malheureusement j'ai plus son nom. Ça c'est un peu chiant, je vais essayer de le retrouver parce que c'est vraiment une bonne remarque et une bonne source, je pense, pour se poser des questions sur l'avenir, ça aussi, et prendre des bonnes décisions. Économie, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Yes, il s'appelle Eureka. Et Eureka, en fait, il a fait une vidéo sur le revenu... comment il appelle ça? Eureka, revenu universel, voilà. Le revenu universel. Je t'invite à aller voir, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et ça, je pense que ça pourrait être une solution viable, peut-être un début de solution en tout cas, pour une société où la majorité des personnes sont au chômage. Ça pose énormément d'autres questions, dans le sens où il y a beaucoup d'industries aujourd'hui qui dépendent du fait que ce soit des humains qui travaillent, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. La quasi-totalité de l'industrie du cinéma d'animation, toutes les boîtes qui font des logiciels, Blender, Maya, Houdini, Cinema 4D, After Effects, Nuke, etc., se basent sur le fait que les images sont créées par des humains, sur des ordinateurs via des logiciels. Si demain ces humains sont voués à disparaître, et crois-moi c'est déjà en train de se passer, c'est déjà en train d'arriver, hein, notamment le métier de détoureur, le fait de détourer quelqu'un sur fond vert, aujourd'hui, honnêtement, le fait de faire ça c'est débile. Ce métier-là est en train déjà de disparaître, c'est déjà en cours. Il y a déjà l'intelligence artificielle qui fait ça mieux que les humains. Donc voilà, on y est là, hein. C'est pas dans 5 ans, là on y est déjà, hein. Je t'invite à regarder le roto-pinceau d'After Effects en intelligence artificielle, et je t'invite à regarder aussi EA intelligence artificielle détourage ou rotoscoping, et tu vas voir que c'est abusé ce qu'on sait faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Le fait est que du coup, si demain, du coup, ces humains disparaissent, donc en gros, on automatise les métiers de la création d'images de synthèse. C'est pas encore pour tout de suite ça, mais ça va être des métiers comme je t'ai dit, qui sont techniques plus difficiles à automatiser, qui vont être automatisés plus tard, mais ils vont l'être. Du coup, les gens qui font les logiciels, pour qui ils travaillent? Tu vois qu'en fait, en automatisant une industrie, en fait, on en fait couler une autre. C'est un petit peu le fait que quand on a inventé les voitures, tous les gens qui avaient des chevaux, ils se retrouvent comme des cons. Tu vois, c'est un petit peu le même principe. Et ça, pareil, du coup, tu vois, ça va avoir un impact assez important. Et du coup, là, j'ai envie de te poser la question, quand on réfléchit comme ça et quand on se pose cette question-là, comment on peut se réfléchir et se dire, ok, mais attends, mais est-ce que là, Romain est en train de me dire qu'en fait, ça sert à rien parce que d'ici 15 à 20 ans, plus personne n'aura de métier? Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, plutôt, c'est par rapport à ce que je t'ai expliqué là, le système qui est en train de se mettre en place dans l'économie et qui va arriver. En tout cas, c'est vraiment la direction qu'on est en train de prendre, hein, c'est clair et net. Comment toi tu prends une décision cohérente par rapport à comment tu peux te former aujourd'hui, si par exemple demain toi tu veux travailler dans le monde du cinéma d'animation, des effets spéciaux, du jeu vidéo? Et bah moi je te conseillerais vraiment d'aller chercher du coup des métiers qui sont les plus techniques et les plus difficiles possibles, parce que ça va être les métiers qui vont être les moins du coup automatisables rapidement. Et aussi les métiers qui évoluent rapidement, parce que plus un métier évolue aussi du coup, et plus du coup tu vas pouvoir apprendre ça et changer de branche, etc. Ouais, je pense que moi la clé pour rester dans l'industrie, en tout cas un certain temps, encore une fois on va pas y rester 100 ans, mais pour y rester dans l'industrie un certain temps, la clé pour moi c'est de t'intéresser à des éléments, mais à y trouver en fait que tu ne feras pas le même métier que toute ta vie. C'est sûr et certain en fait. Il y a énormément de chances que tu commences par exemple, je sais pas moi, en tant que rigueur, et qu'après bah voilà, le rig s'automatise petit à petit et que du coup toi tu ailles te former sur d'autres domaines au fur et à mesure, et qu'en fait il y a toujours un petit peu ce changement au fur et à mesure de ta vie de domaine dans ton travail. Je pense que c'est ça en fait qu'il faut vraiment imprimer, c'est que tu ne feras pas le même métier toute ta vie, et en fait tes compétences et le type de métier que tu feras va évoluer. Si tu es déjà prêt à faire ça, si tu es prêt à te former continuellement pour te mettre ça en tête, déjà je pense que c'est déjà un très bon point et que tu es bien parti. Je pense que le risque en fait c'est de se dire voilà, moi je veux faire modélisateur 3D et je ferai que ça de ma vie. Bon bah pareil, hein, désolé de tenir ça, mais modélisateur 3D, on est sur la fin là, on est vraiment sur la fin. C'est évidemment, il faut savoir modéliser parce que c'est la base et ça va être la base de tout le reste, hein. Je te dis pas qu'il faut pas apprendre à modéliser. Par contre, si tu veux en faire ton métier, en faire des revenus, c'est très mal barré. Aujourd'hui, plus personne cherche des modélisateurs. Pourquoi? Parce que la plupart des modeleurs, des modèles modélisés sont déjà modélisés ou par des humains ou par de la photogrammétrie, hein, du coup qui est une machine, hein, clairement. Et tout le monde peut les acheter à que dalle, n'importe où. N'importe qui peut acheter un modèle à 5 €, même à 0 € et avoir quasiment n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ça.
quand j'ai démarré la 3D, moi il y a 6 ans, c'était déjà le cas, il y avait beaucoup moins de modèles. Aujourd'hui, c'est abusé de tout ce que tu trouves. Pour te donner un exemple vraiment concret, pur, comme tu le sais, moi du coup, donc je tiens le centre de formation Motion Life Teach, mais à côté j'ai aussi une boîte qui s'appelle Motion Life Pictures où on fait des films pour des clients. Sur cette boîte, je n'ai pas fait depuis 3 ans une seule modélisation sur tous les films. Je les ai tout le temps trouvées ou gratuites ou achetées. Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide, c'est moins cher, c'est tout mieux. On ne cherche plus de modeleurs aujourd'hui. Ce métier est déjà en voie de perdition. Alors je parle de modélisateurs de props et de objets réalistes. Les modélisateurs par contre d'éléments comme des personnages, des choses comme ça, ici on en a encore besoin parce qu'aujourd'hui une intelligence artificielle ne sait pas encore modéliser de personnages, quoique on est en train de voir des choses là très intéressantes sur le fait de cartoonifier des photos en intelligence artificielle, vraiment dingue ça aussi. Ça va changer énormément de choses, on va voir un peu ce que ça donne, mais ça n'a pas rien, c'est des choses qui existent déjà. Va voir, hein, marque AI cartoon photo, tu vas voir, c'est complètement dingue sur YouTube. Mais ça, on n'y est pas encore. Par contre, le métier aujourd'hui de modélisateur 3D n'est quasiment plus un métier. Donc voilà, attention à ça, et c'est en train de creuser là-dedans. Et alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à gueuler dans les commentaires, peut-être qu'il y en a même qui va dire mais qu'est-ce que tu racontes, moi je suis modélisateur 3D dans une boîte, t'es vraiment un connard, il y a encore plein de métiers, tu décourages les gens. Qu'on soit clair, j'ai pas du tout envie de décourager les gens. Je suis le premier à dire que c'est un putain de métier de fou. Le fait de travailler dans la 3D, c'est génial. Mais par contre, je veux pas que les gens se fassent de fausses idées. Ça n'a aujourd'hui plus de sens de se former simplement à la modélisation 3D. Ce que je te conseille plutôt, c'est de te former à la modélisation 3D parce que c'est la base. Et depuis cette modélisation 3D, aller chercher des choses plus intéressantes, plus techniques, plus fortes. Par exemple, te spécialiser dans la modélisation 3D de personnages, déjà, c'est un élément intéressant qui, là, pour le coup, a plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à automatiser ça. Te former dans le rig, la déformation de modélisation, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup plus de mal aussi à automatiser. C'est en train d'arriver, mais c'est beaucoup plus difficile. Ok, là, ça a du sens. En tout cas, aujourd'hui. Te concentrer sur la destruction de la modélisation, donc les effets spéciaux par exemple dans la destruction, ça a du sens parce que c'est des choses qui sont plus techniques, plus difficiles à faire et du coup moins facilement automatisables. Te concentrer sur la modélisation pour ensuite faire d'autres choses et faire des choses plus générales, ça a aussi du sens parce qu'en fait ce que je t'ai pas expliqué, c'est que les intelligences artificielles aujourd'hui, elles sont ce qu'on appelle des intelligences très spécialisées, c'est-à-dire qu'elles sont très bonnes dans une seule tâche. Donc c'est-à-dire que toi, plus tu as et ce sera de plus en plus vrai, plus tu vas avoir un profil qui sera généraliste, donc plus tu connaîtras de choses dans ton domaine, moins du coup tu seras facilement automatisable et plus tu auras en fait de branches sur lesquelles tu pourras te raccrocher quand tu as une de tes branches qui va être automatisée à 100%. Alors il faut bien comprendre encore une fois que faut pas imaginer que du jour au lendemain des métiers vont disparaître, ça marche pas comme ça. La modélisation c'est en train de disparaître depuis déjà quasiment 5 ans, tu vois. Et ça se voit, tu vois, il y a juste de moins en moins de modeleurs en fait dans l'industrie, ça se fait petit à petit en fait, il y a pas d'espèce de gros coup de massue, tu vois. Ça marche pas comme ça, c'est petit à petit, tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ça serait vraiment beaucoup plus difficile à gérer. Et donc tu vois en fait que c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, c'est que en réfléchissant en fait finalement à des questions économiques, de concepts et comment réfléchir l'entreprise, comment on construit des éléments, etc. Là on est arrivé sur une conclusion qu'il y a certains métiers en 3D sur lesquels il faut faire attention et qu'on peut pas se baser que là-dessus. Il va falloir être un peu plus large et tu vois que du coup ça va être intéressant. Je pense que la clé par rapport à ça, peu importe ton métier, c'est que moi je pense que vraiment si tu veux rester dans l'industrie le plus longtemps possible et avoir un métier intéressant et être le moins touché possible par cette automatisation de masse qui arrive doucement mais sûrement, il est indispensable que tu aies dans la tête qu'il faut que tu te formes constamment. Constamment. En fait, te former doit être une habitude. Et je veux pas forcément te dire te former que sur la 3D, tu peux te former sur plein d'autres trucs, tu vois. Mais il faut que tu te formes tout le temps, il faut que tu apprennes des choses tout le temps. Si tu n'as pas cet automatisme-là, en fait, il y a un moment juste tu vas devenir obsolète en fait. Et ça en fait, voilà, ça marchera plus en fait. Et crois-moi, il y a beaucoup d'artistes 3D que je connais à qui ça leur est déjà arrivé en fait. Juste, ils sont pas formés. Et il y a un mec qui est sorti d'école qui avait 3 ans d'avance sur lui du coup, parce que lui, il s'est formé. Et bah pop-up ça dégage en fait, hein. Ça va très vite, d'accord. Évidemment c'est pas tout le temps comme ça, la plupart du temps les gens se forment et ça se passe très bien même, mais attention à pas tomber dans ce piège, le piège de se reposer sur ses acquis. T'as certainement entendu cet élément là. Bah aujourd'hui dans la 3D c'est un truc qui est c'est mortel de se reposer sur ses acquis en 3D. Donc
voilà un petit peu ce à quoi je voulais réfléchir avec toi sur l'automatisation et sur ce concept-là. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin encore que ça. Parce qu'il y a d'autres trucs en fait qui vont aussi bouleverser, je pense, la manière dont on réfléchit. Alors, le concept d'automatisation, ça je t'en parle, il en parle un peu dans Modeus, donc la suite de Sapiens, mais il y a un autre truc dont il parle dans Modeus, c'est vraiment la facilité d'accès à l'information. Et ça, c'est assez dingue en fait, c'est que, comme je t'ai expliqué aujourd'hui, l'information est extrêmement accessible, facilement, mais par contre, il manque encore beaucoup de choses pour transformer cette information en compétence. Il y a de grandes chances à l'avenir que cette difficulté pour transformer cette information en compétence devienne de moins en moins présente. Et du coup, il y a de grandes chances qu'à l'avenir que mon métier, par exemple, qui est le métier de formateur, le métier de guide, en fait, de quelqu'un qui veut en faire un métier, en fait, d'artiste 3D, en fait, soit et de moins en moins de valeur. Pourquoi ? Parce que l'information, là, devient de plus en plus facilement accessible, mais aussi, doucement, mais sûrement, de plus en plus organisée. Je t'explique un petit peu ce que je suis en train de raconter. Aujourd'hui, pour trouver une information, tu vas sur YouTube, c'est un bordel sans nom, c'est pas du tout organisé. D'accord ? Par contre, ce que je t'ai expliqué, c'est aussi des fois, tu as des tutos sur Udemy qui sont à 8€, donc c'est l'information qui est relativement peu chère et qui commence déjà à être pas mal organisée. Ça n'existait pas avant. Et Udemy, c'est beaucoup plus récent que YouTube. Tu vas sur le site de Blender, par exemple, officiel, tu as toute une série de tutoriels, pareil, parfaitement organisés, qui sont gratuits. Le site d'Autodesk, pareil. Alors, est-ce que ça vaut une formation comme Startup Pro ? Évidemment non. C'est vraiment des bases et c'est beaucoup moins poussé et c'est beaucoup moins avec l'objectif de en faire un métier et de se poser des questions sur comment je peux monétiser ma compétence, etc. C'est plutôt sur juste comment je peux apprendre à utiliser le logiciel. Mais, malgré cela, c'est déjà là. Donc, l'accès à l'information, qui va devenir de plus en plus facile, mais surtout à l'information organisée, et l'accès à la compétence va aussi devenir de plus en plus facile dans les décennies à venir. Et ça va avoir un impact profond sur la manière dont on va réfléchir et apprendre. Alors, je t'explique un truc tout bête, tu vois. Là, je vais vraiment me projeter, et c'était méga prédiction, mais je pense qu'il va vraiment se passer des choses comme ça à l'avenir. Si demain tu prends, imaginons que demain, tout le monde a la puce Neuralink de Elon Musk, et du coup, tout le monde peut se connecter avec une puce sur Internet sans avoir besoin d'un écran, ni avoir besoin d'un clavier. Encore une fois, c'est pure hypothèse ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'en fait, instantanément, n'importe qui peut partager sur la toile, donc sur le web, donc à n'importe qui, des souvenirs, des connaissances, des calculs, des idées. Et n'importe qui peut directement gober, comprendre, télécharger ces idées, ces souvenirs, ces concepts. Est-ce que tu vois un petit peu ce qui est en train de se passer ? Là, l'accès à la compétence, à l'explication, à la communication est tellement facile que le marché, je pense, de la formation, de l'école, va aussi drastiquement, du coup, évoluer, c'est sûr et certain. Et pour être avec toi, moi je me pose déjà aujourd'hui des questions sur comment faire évoluer l'école H3E2 dans ce sens. Comment pouvoir encore moins nous baser sur le contenu qu'on apporte et plutôt nous baser sur vraiment la compétence qu'on apprend chez les gens. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas avoir une super plateforme et apprendre la 3D. Ce que les gens cherchent plutôt, c'est juste devenir artiste 3D, en fait, c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est quelle sera demain la méthode la plus efficace pour transformer quelqu'un de lambda en un artiste 3D accompli et heureux. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je ne suis plus certain aujourd'hui que dans 10 ans, la meilleure façon, ce sera les écoles en ligne ou les écoles classiques. Aujourd'hui, je suis encore convaincu que aujourd'hui, par exemple, l'école H3E2, pour moi, c'est un des meilleurs moyens, je pense, de pouvoir devenir artiste 3D. Alors, évidemment, tu vas me dire c'est très biaisé parce que c'est moi qui ai créé l'école et tu auras bien raison. Mais c'est surtout en fait parce que je vois les retours aussi des élèves, à quel point ils sont contents et à quel point ils expliquent le contraste qu'ils avaient de ce qu'ils ont vécu dans leurs autres écoles d'heures. Si t'es intéressé, tu peux aller sur h3d2.school/témoignage pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais afficher, je ne dis pas de bêtises. Un petit peu ce que les gens en ont pensé et à quel point ça a changé en fait, témoignage avec un s.html, à quel point ça a changé en fait la manière dont ils ont vécu en fait leur système d'apprentissage, à quel point ils ont changé leur manière de acquérir des compétences. Ça, je suis encore convaincu qu'aujourd'hui c'est le cas, aujourd'hui c'est une des meilleures solutions pour
devenir artiste 3D et d'être un artiste 3D qui soit comblé, si je peux dire, heureux. Mais j'avoue que d'ici quelques années, quelques décennies plutôt, je suis plus certain que ce soit la meilleure solution. Je pense qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont arriver qui vont faire que le monde de la formation va drastiquement changer. C'est-à-dire quoi du coup pour toi? Parce que du coup, voilà, pour moi par exemple, c'est-à-dire que du coup mon business va devoir évoluer, mais ça c'est prévu. Pour toi du coup en tant que futur artiste 3D qui veut te former, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire certainement qu'en fait la formation et l'accès à la connaissance sera plus facile. Et ça veut dire quoi du coup plus facile? Ça veut dire plus de monde et du coup certainement du coup plus de création 3D, plus de choses très intéressantes, mais aussi plus de difficultés à se démarquer. Et donc en fait on se rend compte que finalement le problème est toujours le même, c'est-à-dire que même si l'accès à la compétence est plus évidente, comme du coup tu auras plus de gens sur le marché, tu vas quand même devoir fournir la même quantité d'efforts je pense pour sortir du lot. Et au final on revient au même. Donc la règle même par rapport à ça reste la même si la manière de se former est différente. La règle que tu dois te mettre en place au cerveau, c'est forme-toi, forme-toi, forme-toi sans arrêt. C'est la règle. Et je pense qu'il est vraiment important que tu te poses la question de comment tu peux investir des éléments, donc ça peut être de l'argent, du temps, les deux, de l'énergie, dans ta formation pour te former le plus efficacement possible. Aujourd'hui, quelles sont les options qui existent pour te former le plus efficacement possible? Quelles seront ces options demain? Je pense honnêtement je pense qu'on se rend pas compte à quel point on est en train de vivre à une époque où tout est en train de changer à une vitesse drastique. Et pas seulement une époque où ça évolue comme avant. Je pense que l'avènement de l'intelligence artificielle va vraiment avoir des conséquences sur nos sociétés qui vont être du jamais vu par rapport à ce qu'on a vu avant. Et du coup, évidemment, il faut aujourd'hui composer par rapport à ça et faire des choix de carrière par rapport à ça. Donc par exemple, que je te disais, le choix de modeler aujourd'hui, modeler 3D, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Quand j'ai modeler 3D, c'est modeler 3D pour le cinéma. Hein. Si tu veux par contre faire modélisateur 3D pour de l'ingénierie engrenage de voiture, peut-être que ça a du potentiel. Je ne sais pas, je connais pas du tout assez bien le marché pour te le dire, mais voilà, attention à ça, de pas faire des amalgames par rapport à ce que je dis. Et encore une fois, de toute façon, tout ce que je dis n'est que prédiction et non pas fait. Recoupe tes sources, va vérifier ce que je raconte. Et ne me crois pas sur parole comme un débile parce que c'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie de t'apprendre ici, c'est plutôt l'idée d'avoir un regard critique sur ce qui t'entoure, essayer de comprendre comment ça évolue, de te poser des questions, d'aller recouper les sources, d'aller voir d'autres gens ce qu'ils en pensent, d'aller voir d'autres vidéos, de lire d'autres bouquins pour prendre la meilleure décision. D'accord? Ça c'est important. Je pense qu'il y a une décision sur laquelle tu peux jamais te tromper, c'est de former. Je pense que dès que tu prends la décision de te former, tu prends une bonne décision. Pour moi, ça, je suis quasiment certain de ça. C'est une règle, moi, que je me suis que j'applique maintenant depuis que je suis sorti du lycée à peu près un peu avant. Les deux règles que j'utilise pour choisir ce que je veux faire, c'est la première chose que je me pose comme question, c'est est-ce que je vais me former? Est-ce que je vais apprendre de nouvelles choses? Sinon, je le fais pas. Si oui, je le fais. Et de deux, est-ce que je vais kiffer? Simplement pour pas devenir fou. Si ces deux règles sont en place, souvent j'y vais, et c'est avec cette mentalité là que j'ai été en école, c'est avec cette mentalité là que je suis parti de l'école, que je me suis fait virer, bref. Si tu veux savoir un peu l'histoire, je t'invite à écouter le podcast d'avant. C'est avec cette mentalité là que j'ai créé Motion Life Pictures, ma société qui fait les films aujourd'hui. C'est avec cette mentalité là et cette option là que j'ai créé Motion Life Teach. C'est aussi avec cette mentalité là que j'ai créé l'école H3 et 2. C'est avec cette mentalité là que j'ai créé le film Blender versus Maya, que je suis en train de faire la Blender versus Maya partie 2. Et c'est avec cette mentalité là que je suis en train de créer les autres projets qui arrivent, notamment le projet d'univers dont on a déjà parlé pendant les émissions. Et d'autres choses aussi qui arrivent. Je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça parce que ça va vraiment te forcer à prendre des décisions qui sont réfléchies et pas sur un coup de tête, ou pas parce que ta mère te l'a dit, ou pas parce que la société t'a fait pression dessus. Non, c'est des décisions qui sont prises par rapport à une réelle réflexion sur le monde qui t'entoure et sur ce que toi tu as envie de faire dans ce monde qui t'entoure et qui évolue. Et pas des réflexions qui sont prises sur le monde qui est comme il est aujourd'hui, mais sur le monde qui sera potentiellement demain. Et c'est ça qui a du sens en fait aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ce qu'on a expliqué là. Donc je vais résumer un petit peu parce que j'ai parlé de beaucoup de choses et j'aimerais vraiment qu'on ait bien compris. On a parlé du coup de ce système de concept, le fait que l'humain a pu évoluer aujourd'hui en civilisation grâce à la force de ce concept. Pourquoi je t'ai parlé de ça? Parce que le concept c'est la base de tout. Juste si on peut faire un film, c'est parce qu'il y a un gars qui a fait un concept du film et que chacun des personnes, sans comprendre tout le concept,
va pouvoir travailler sur sa partie sans marcher sur l'autre, etc. Et tout va s'organiser parfaitement. Ça a découlé sur un truc assez intéressant, c'est que du coup, comme tous les métiers étaient spécialisés, ils étaient intrinsèquement, en fait, beaucoup étaient faciles à automatiser. Et du coup, on se rend compte que même en ayant un système de concept qui est intrinsèquement humain, en fait, on pourrait automatiser toutes les parties de ce concept, toute la partie de la création de ce concept avec des intelligences artificielles. Alors évidemment, les gens, quand on leur dit intelligence artificielle, ils pensent des petits robots et tout, mais c'est pas du tout ça. Une intelligence artificielle, c'est pas des robots, et c'est même pas vraiment intelligent, c'est plutôt en fait des statistiques énormes sur énormément de données, et en fait tu fais des moyennes, en fait tu fais des calculs avec ces statistiques et ça donne des résultats hyper pertinents. Un exemple super concret, tu veux créer le film parfait, et ben tu prends tous les films qui sont sortis depuis le début de l'histoire, tu regardes leurs résultats au box-office et en fait tu fais en fonction de ça un petit peu la moyenne du scénario parfait, tu vois. C'est ça en fait. C'est pas... Est-ce qu'une intelligence artificielle a vraiment réfléchi ? Peut-être, tu vois, quand je la vois jouer au jeu de Go, il y a vraiment des questions à se poser. Mais dans tous les cas, la base est statistique. Et quand on réfléchit comme ça, on voit à quel point en fait c'est puissant en fait. Les statistiques, c'est hyper puissant. C'est vraiment hyper puissant. Donc voilà. Le système de concept et la manière dont on travaille dans les concepts aujourd'hui fait que c'est assez facilement automatisable. Les métiers qui sont répétitifs sont le plus automatisables et je te le rappelle, en 2014, 70% des métiers de l'humanité étaient sans problème automatisables. Pourquoi ils ne le sont pas ? Tout simplement parce que c'est des raisons plutôt qui sont humaines et politiques, parce que évidemment mettre 70% des gens du monde au chômage aurait des conséquences qui sont dramatiques sur notre économie, sur plein de choses. Donc évidemment on ne le fait pas, heureusement d'ailleurs. Mais ça va arriver, ça est en train d'arriver petit à petit. La deuxième chose dont je t'ai parlé, c'est l'argent. Pourquoi on a créé l'argent, comment ça marche. Et c'est vrai que je t'ai pas expliqué d'ailleurs quelles conséquences ça allait avoir dans l'avenir, ça. Je t'ai parlé un petit peu du revenu universel, mais c'est tout. Le fait est que l'importance qu'on confère à l'argent aujourd'hui est souvent déjà un peu démesurée. C'est-à-dire que tu vas vouloir garder ton argent pour faire certains éléments, j'en sais rien, moi t'acheter à bouffer, ce que tu veux, sans en fait se rappeler qu'en fait l'argent n'est qu'un moyen d'échange en fait. C'est important de se poser ça parce que du coup il faut se poser la question de comment tu peux au mieux échanger cet argent, contre quoi tu peux l'échanger cet argent. Et comme je te l'ai répété pendant tout le podcast, pour moi la clé pour survivre dans le monde de demain, ou en tout cas pour vivre correctement, ça va être de se former continuellement pour jamais être à la ramasse sur le monde qui évolue très très vite. Comment tu te formes ? Avec de l'argent, tout simplement. Tu peux pas aujourd'hui, même si l'information est accessible facilement aujourd'hui et à moindre coût, quasiment gratuitement la plupart du temps, les compétences par contre, l'acquisition de compétences aujourd'hui a encore un coût. Ce coût va certainement diminuer dans les années à venir, mais aujourd'hui l'acquisition de compétences a un coût. Il faut absolument que tu sois prêt à payer le prix pour te former et que tu mettes cet échange, ce coût-là en priorité dans ta vie si tu veux que ça ait du sens en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, qui ont peur de mettre de l'argent dans leurs connaissances, mais dis-toi un truc tout bête, c'est que tout ce que tu mets dans ton cerveau, personne ne peut te le piquer, tu vois. On peut te piquer ta maison, ta bagnole, tout, mais tout ce que tu as mis dans ton cerveau, personne ne peut te le piquer et tu peux le réutiliser pour créer des choses. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui n'est pas de moi, c'est d'un truc de Patrick Leroux, si tu connais pas, il est assez marrant ce mec, j'aime bien, il raconte des choses assez rigolotes, mais assez vrai, du coup je trouve ça sympa, et il dit un truc assez marrant, il dit donne de l'argent à ton cerveau et en échange ton cerveau il mettra de l'argent dans ton portefeuille. Et ça c'est assez marrant je trouve. Alors c'est pas exactement ça le dicton je crois c'est prends l'argent de ton portefeuille pour le mettre dans ta tête, c'est ça, et en échange ta tête mettra l'argent dans ton portefeuille. C'est ça un petit peu l'idée. Et encore une fois, bon j'aime bien ce dicton, mais après je trouve que c'est un peu dans le sens, encore une fois avoir l'argent dans son portefeuille ça n'a pas vraiment de sens. L'idée c'est que la formation va te permettre de pouvoir créer des choses qui auront de la valeur, d'accord ? Créer des choses qui auront plus de valeur que la moyenne et du coup tu pourras vendre plus cher, ou des compétences qui auront de la valeur et tu pourras travailler dans des sociétés plus intéressantes, et derrière du coup tu vas pouvoir gagner de l'argent et du coup grâce à l'argent faire des choses qui vont t'intéresser et qui vont te rendre plus heureux. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui je pense pas que l'argent rende heureux en particulier, tu vois. Par contre ce que je suis sûr c'est que quand t'as pas de thune t'es pas heureux, ça c'est clair et net. Ça j'en suis certain. Quand tu dois te poser la question tous les jours de comment tu veux bouffer, t'es pas heureux, c'est clair et net. Et pour moi le meilleur moyen de gagner de l'argent correctement en fait, c'est de comprendre le mieux possible le monde qui t'entoure et comment il va évoluer. Aujourd'hui quand tu regardes tous les fortunes du monde aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris mieux le monde que les autres. Tu regardes Mark Zuckerberg, il a compris avant tout le monde, mieux que tout le monde,
comment les humains avaient besoin d'être connectés, à quel point les humains avaient besoin d'être connectés entre eux, et comment le mettre en place. Donc voilà, il a compris un point sur le monde que les autres n'avaient pas compris. Et grâce à ça, du coup, aujourd'hui, il est multimilliardaire. Bill Gates, pareil, avec Microsoft. Steve Jobs, aujourd'hui, qui est décédé, mais pareil. Bref, tous les éléments tous les gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'éléments. Je pense que ta capacité à générer de l'argent, et évidemment avec cet argent pouvoir faire d'autres choses, ça sert à rien d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, en fait, est finalement un petit peu un curseur de à quel point tu as compris le monde qui t'entoure et à quel point tu as compris comment le monde est en train d'évoluer. Je te donne un exemple très concret. Et je vais peut-être froisser des égos ici, donc encore une fois, garde en tête que c'est juste mon avis, c'est juste des prédictions. Attention à ça, hein, pas la peine de s'énerver. Mais surtout aussi, garde en tête que c'est quelque chose qui est tout sauf prouvé, ce que je vais dire là. Mais je pense que ça, au moins, on peut y réfléchir un petit peu. Tu sais qu'avant le Covid-19, il y a eu en 2019 les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est des gens qui ont pété un câble, qui ont dit on en a marre, on galère comme des cons, on bosse comme des cinglés, on gagne pas une thune, on n'arrive même pas à se payer un loyer. En gros, c'était ça en fait, les Gilets jaunes. Et on leur a dit, en plus, on va vous augmenter le prix de l'essence, comme ça, en plus, vous allez bosser, vous allez payer plus cher votre prix d'essence. Bref, c'est vrai qu'il y a de quoi péter un câble quand ils pensent. Et en fait, je pense que le problème avec ce qui se passait là, c'est que c'est des gens qui se sont retrouvés en fait, du jour au lendemain dans un monde qu'ils ne comprenaient plus. Avec des règles qu'ils ne pouvaient plus utiliser. Et du coup, ils ont pété un câble. Et c'est assez facile, tu vois. Si demain, on te dit... tu vois, ça se fait... Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, tu vois, ça se fait petit à petit, mais... Tu vois, t'es déjà un peu ric-rac, tu vois, tous les mois, t'es un peu à découvert, tu vois. T'as tes 5 à 10 euros de découvert pour nourrir ton gosse et aller bosser. Et du jour au lendemain, le prix de l'essence passe à 10, 20, 30, 40 centimes, tu vois, de plus. Du coup, les découvertes, c'est pas 10, ça commence à être 20, 30 euros par mois, tu vois. Et puis après, tu te rends compte que, j'en sais rien, moi, tu dois faire... t'as un pneu qui crève, et du coup, ta voiture, hop, tu dois une dépense bis, 300 euros. Et surtout avec des éléments, tu vois, plus t'étais déjà à la limite, tu vois, et plus t'avances, plus le gouffre s'agrandit, tu vois, et t'as l'impression en fait, d'être impuissant par rapport à ça. T'as aucune solution en fait, juste tu te dis putain, je fonce dans le mur, il n'y a aucune solution. Je pense que les gens qui ont vécu ça, c'est exactement ça qui s'est passé en fait. Et la question qu'il faut se poser dans ce cas-là, c'est pourquoi ces gens-là ont vécu ce type d'éléments. Et moi je pense que c'est assez simple. C'est parce qu'en fait, ces gens qui plus avancés, plus ils comprennent de moins en moins le monde dans lequel ils vivent. Il y avait beaucoup dans les jeunes, par exemple, beaucoup de routiers. Beaucoup de routiers, beaucoup d'autres métiers. Tu remarqueras que c'était beaucoup de métiers qui étaient du coup répétitifs, du coup facilement automatisables. Ces métiers déjà aujourd'hui, sur lesquels on ne met pas beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui ne rapportent pas beaucoup de valeur, qui ne sont pas difficiles à faire. Du coup, il n'y a aucune raison d'augmenter les salaires des gens. Par contre, le fait est que la vie autour, elle continue d'évoluer. Donc on se rend compte que déjà là, en fait, on est en train de commencer à vivre cette automatisation de masse, en fait. Indépendamment, tu vois. Mais le fait est qu'en fait, si on n'augmente plus les salaires des gens vont finir par arrêter de travailler parce qu'ils ne pourront plus. Et après, on automatisera le métier, tu vois. On voit que c'est petit à petit, tu vois. Les Gilets jaunes, c'est ça. Et ces gens qui ne comprenaient pas pourquoi, en fait, leur métier... Enfin, pourquoi, en fait... Eux, je me dis, mais tiens, pourquoi je bosse comme un cinglé, pourquoi on ne me demande pas ? C'est quoi ces conneries ? Eux, ils se sont juste dit ça, tu vois. Mais concrètement, ce qui se passe à une échelle macroscopique, en fait, c'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur métier n'a plus de valeur, plus la même valeur qu'avant, plus la même valeur que quand ils ont commencé. Et l'erreur que je pense font ces gens, mais après, encore une fois, c'est très facile à dire quand tu n'es pas dedans. Je pense que quand tu le vis, ça doit être vraiment assez horrible et ça doit être tout sauf évident. Donc, crois-moi, quand j'explique ça, c'est tout sauf en étant orgueilleux et en faisant mon petit con, il fallait faire comme ça, c'est facile. Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, quand tu es dedans et que tu n'as pas le recul, ça doit être très difficile à vivre. Ça doit vraiment être extrêmement difficile à vivre. Et en fait, je suis plutôt assez je suis même très respectueux des gens qui vivent ça et qui ont vécu ça, parce que c'est tout sauf évident, je pense, surtout quand tu as le stress d'avoir une famille à nourrir, etc. Ça doit être vraiment pas facile du tout. Donc voilà, loin de moi de vouloir loin de moi le fait de vouloir faire la leçon, bien au contraire. Mais le fait est que si dans cette situation, au lieu de réfléchir à comment répondre aux problèmes d'aujourd'hui, te poser la question de comment
où j'allais répondre au problème dans 1 an, comment le monde allait évoluer et comment je pouvais me former par rapport à ce monde, mais en fait, du coup, tu pourrais certainement te former et changer de métier pour renverser la tendance. Évidemment, c'est facile à dire, c'est tout sauf facile à faire. Et je pense en fait que le problème, c'est que souvent tu t'en rends compte trop tard. Parce qu'à partir du moment où tu vois, si tu t'en rends compte, par exemple, à partir du moment où déjà tu es déjà avec 5 euros de découverte tous les mois, tu vois, pour se former, il faut du temps, tu vois. C'est-à-dire que tu travailles moins, du coup, cette découverte augmente, tu vois. Du coup, comment tu fais, tu vois. T'es déjà un petit peu dans le cercle infernal, tu vois. Donc, encore une fois, voilà, en fait, la solution en théorie, elle est assez facile, tu vois. Juste, il faut juste pour te poser 2 secondes et de réfléchir un petit peu sur le monde de son tour et comment il évolue et te dire, ok, par rapport à ça, comment je peux me former pour avoir un métier qui a plus de sens par rapport à la société dans laquelle je vis aujourd'hui. Et c'est la société qui sera là dans 5 à 10 ans. Et encore, c'est pas si évident de faire ça. Mais encore faire ça quand tout va bien, c'est déjà pas évident. Mais alors faire ça quand c'est un bordel sans nom et que toi, le seul truc auquel tu penses, c'est putain, il faut que j'aille bosser aujourd'hui, faire des heures sup pour pouvoir payer à bouffer à mes gosses, mais en fait, tu le fais pas. Évidemment, c'est tellement improbable. D'accord ? Donc c'est très, très difficile. Et je te souhaite en fait de jamais te retrouver dans cette situation-là parce qu'elle doit être tout sauf agréable. Et pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, en fait, c'est réfléchir en fait à ça avant que ça arrive. Et c'est ce que je propose de faire en fait avec ce podcast simplement. Un petit peu déjà, simplement. Et pour moi, du coup, la clé, c'est de se former. Se former. Pour éviter de tomber dans cet élément-là. Alors, je t'ai parlé du coup d'une solution qui va arriver, j'espère. En tout cas, moi, ça m'a l'air d'une solution. Après, je suis pas hyper bon en économie, je connais pas toutes les conséquences que ça peut avoir, mais je pense que le revenu universel peut être un bon début de solution pour ce type de problème-là. À voir comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des tests en Norvège en ce moment. À voir comment ça se passe, j'en sais rien. Dans une ville en Norvège, je crois qu'ils ont commencé à tester. Dans tous les cas, je sais qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui commencent à se poser la question. Mais ça m'étonne pas parce que voilà, tu vois, j'invente rien, tu vois. Je sais pas, je suis pas en train de faire le divin, en train de faire, je suis en train de prédire l'avenir. Non, tout ce que je te raconte là, c'est des choses que moi j'ai lues de d'autres personnes qui sont bien plus expérimentées que moi dans le sujet. Et qui eux, du coup, évidemment, on en parlé à plein d'autres gens, et ils ont bouclé des bouquins, et du coup, les États aussi s'en sont rendus compte. Et les États sont déjà en train d'essayer de chercher des solutions à ça. Donc c'est pas pour rien que la Norvège est déjà en train de mettre en place dans certaines de ces villes. Je crois que c'est une de ces villes, je crois. Alors, je vais regarder. Où est-ce que c'est en place ça ? Revenu universel Norvège. C'est la Finlande, pardon. C'est la Finlande qui a essayé un revenu universel. Bah tiens, il y a un élément dessus. Bah tu vois, c'est peut-être pas une si bonne solution, parce que là je suis en train de lire un blog qui dit qu'il a été abandonné du coup, donc ça n'a pas marché. Comme quoi, tu vois, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Fait l'objet de malentendus. Si c'est une allocation versée de manière inconditionnelle en réalité, c'est un caractère universel. En fait, du coup, c'était pas un truc universel, donc déjà ça part mal. Ouais, en fait, non, c'était pas du tout. En fait, c'était pas du tout universel. C'était assez bizarre. C'était des éléments, des choses. En fait, c'était pour forcer les gens d'aller sur des travails qui n'étaient pas adaptés à leurs compétences. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc, en fait, finalement, c'est pas très représentatif. Donc, en fait, je pense pas qu'il y ait eu de vrais tests aujourd'hui de vrais revenus universels. Tu vois, je pensais, mais en fait, c'était de la full connerie. Mais par contre, là, tu vois, je suis en train de lire ici que l'Espagne, la France, l'espace, la France, la Finlande, il y a des gens qui se posent, du coup, la question du revenu universel. Donc c'est quand même marrant. Et c'est normal parce que ça va être des questions qui vont se poser, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que pour moi, honnêtement, les Gilets jaunes en 2009, pour moi, c'était que le début. Par rapport à la situation dans laquelle on est, ce n'est que le début. Et ça ne touchait que certains métiers. Je pense que ça va finir par toucher tous les métiers au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement, toi, aujourd'hui, dans ta situation ? C'est simple. La seule chose que tu peux faire, je dis pas que c'est la solution à tout, je pense pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est la chose qui me paraît la plus logique par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer là et par rapport au petit essai que je viens de te faire sur comment je vois l'avenir. Encore une fois, qui ne sont que des prédictions. Te former. Pour moi, la seule solution, c'est de te former tout le temps, au fur et à mesure, sur plein de choses, pour pouvoir simplement, en fait, mieux comprendre le monde qui t'entoure, et du coup, prendre des meilleures décisions. D'accord ? C'est vraiment le gros point, et le point d'encouragement que je peux te donner.
D'ailleurs, en parlant de ça, simplement faire un petit peu d'auto-promo. Si tu veux te former à la 3D, en ce moment, quand j'enregistre ce podcast, il y a la formation 3D Starter to Pro qui est ouverte. Tu peux aller jeter un œil sur le site directement. Si tu reçois mes emails, tu auras certainement reçu un lien. C'est vraiment la bonne formation pour démarrer à la 3D. Et si tu veux justement transformer l'information en réelles compétences qui peuvent te servir à créer n'importe quel projet, c'est clairement le truc qu'il te faut. Donc 3D Starter to Pro. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Encore une fois, hein, si tu es abonné, tu reçois les emails. Sinon, ça se passe sur la page. Je crois que je vais faire un petit lien dynamique. Ouais, ça se passe sur la page teach.motion-live.com starter-to-pro. D'accord, starter-du-6-to-pro. Tout est haut. Voilà, donc n'hésite pas à aller jeter un œil, mais dans tous les cas, logiquement, tu devrais l'avoir reçu par email si t'es abonné. J'espère que t'es abonné. Si t'es pas abonné, ça va. Voilà, et on arrive à la fin de ce podcast finalement. C'était un podcast, comme je t'expliquais, vraiment assez différent. J'ai parlé un petit peu de 3D, je t'ai parlé un petit peu d'éléments, mais je t'ai parlé quand même de plein d'autres choses. Dis-moi si ça te plaît, ce genre de podcast, parce que j'avoue que c'est vraiment un essai pour moi. Un essai en fait de parler d'autres éléments que de la 3D, et à quel point en fait les éléments peuvent s'intercommuniquer et intercommuniquer entre eux et du coup se faire évoluer entre eux, les conséquences que ça peut avoir de l'un à l'autre. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, savoir ce que tu en penses et si ça te paraît cohérent ou pas, si ça t'intéresse aussi ou pas, ou si tu préfères que je parle que de 3D. Voilà, si tu es sur le site de teachpromotion-live.com/podcast, logiquement tu l'es parce que c'est le seul endroit où je mets les podcasts, et sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Et laisse un petit commentaire, dis-moi du coup ce que tu en as pensé, si tu trouves ça intéressant, si tu trouves ça plus intéressant que d'habitude, moins intéressant que d'habitude, pour savoir du coup si je reviens sur un format plus classique qu'avant, ou si au contraire je pousse sur ces domaines-là. Parce que ça, si on pousse sur ce domaine-là, j'ai plein de choses à dire qui m'intéressent, que j'ai en tête, des choses un peu plus larges. Qui vont, je pense, t'intéresser, si ça t'intéresse aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur iTunes et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast que tu connais et à exploser ce pouce bleu si tu as un pouce bleu sur la plateforme que tu utilises, je ne sais pas. Ça nous aide simplement à être référencé, à être découvert, pourquoi pas par podcast. C'est toujours intéressant. Le podcast, c'est vraiment un média qui est très peu utilisé dans le domaine de l'image de synthèse. Ce serait l'occasion du coup de le faire pousser un 2 et ça c'est grâce à toi. Et la dernière chose du coup, si tu veux apprendre la 3D sérieusement, si tu veux vraiment t'y mettre et si tu veux transformer les informations que tu as en bribes en réelles compétences qui peuvent être utilisées pour créer des réelles choses qui ont de la valeur et faire des films et pouvoir potentiellement, pourquoi pas derrière en vivre, et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la formation Starter to Pro est ouverte. N'hésite pas à aller, ça se passe sur teach.motion-live.com/starter-to-pro /starter-pro. Je te dis merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Ça fait déjà quasiment 1h30 ensemble, c'est déjà pas